Tout d'abord, bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Ouais, alors Sébastien Dupont, je suis consultant chez Trees, consultant data, et je bosse principalement sur Power BI et la grosse partie des briques data qu'on retrouve derrière sur Azure. Et je suis pas très bon en termes UX, on va pas se mentir. Et du coup, Stéphane, qu'est-ce que tu fais chez Trees? Eh ben moi, je suis UX designer chez Trees. Alors j'ai eu une petite vie avant où j'ai bossé en agence de com comme directeur artistique pendant un peu plus de 10 ans. J'ai refait un master en management général des business units, spécialisé dans la data visualisation. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai intégré l'équipe de Trees. Et donc, je suis là pour venir t'aider à rendre tes rapports un petit peu plus sexy et surtout que tes utilisateurs ils trouvent leur compte. C'est quoi ton métier UX en fait? Qu'est-ce que Alors, c'est l'UX design? mon métier en tant que UX designer, c'est d'accompagner les clients dans la formalisation et l'expression de leurs besoins. C'est aussi un moment en fait où on va essayer de les aider à définir les indicateurs fonctionnels et métiers dont ils ont besoin, et aussi de leur proposer une façon différente de présenter la donnée. Alors c'est aussi pour eux l'occasion de donner un maximum de sens dans leurs actions et surtout de placer l'utilisateur au centre de leurs problématiques. En gros, c'est comment passer de style de tableau de bord. Pourtant, c'est super beau ça. À des choses un petit peu mieux visuellement et surtout qui sont en raccord avec les vrais besoins des utilisateurs. Tout d'abord, permets-moi de t'expliquer un petit peu ce que c'est que l'UX. S'il te plaît. Alors, quand on conçoit des produits ou des services pour les êtres humains, on essaye en fait de les co-concevoir avec eux. C'est bien de les impliquer en fait dans la démarche. Et on va... l'IT peut pas faire ses rapports dans son coin et les bazarder. Non. Dommage. Sinon, tu vas avoir quelques petits soucis comme on a vu juste avant. Donc, on essaie de prendre en compte leur environnement, leurs compétences et leurs émotions. On va essayer de créer une expérience globale, en fait, quand ils vont utiliser l'application. Donc, l'expérience utilisateur, c'est essayer d'être au plus proche, en fait, des besoins et des perceptions de l'utilisateur dans son interaction avec un produit, un rapport, un service. C'est quoi la différence entre l'UI et l'UX design? Alors, c'est une bonne question, puisque généralement, il y a deux termes qui s'opposent. Alors, UI pour User Interface et UX pour User Experience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu comme si voilà, tu étais dans un parc et puis on va te designer un très beau chemin en macadam, etc. Et puis, au fur et à mesure en fait, de la vie, du cours de la vie, on se rend compte que les utilisateurs n'utilisent pas du tout ce que tu avais prévu et tracent leur propre chemin. Donc, le but de mon métier, c'est un petit peu d'allier à la fois le design et l'expérience utilisateur. Le design, c'est ce que ça va, le rapport, en gros, à quoi il va ressembler, et l'utilisateur, l'expérience utilisateur, à quoi il va servir. C'est très joli. Est-ce que tu as compris? Je pense que j'ai compris. Et là, à gauche, on a les gens qui ont créé l'interface. Alors, c'est très joli, on a un joli mobile. Et pour l'utilisateur, c'est jamais que des fesses. Exactement. C'est un petit peu comme cet échiquier, en fait, le jeu d'échecs de Joseph Hartwig, donc de l'école du Boos, où en fait, tu vois, dans chacune des pièces, en fait, la forme de chacune des pièces va représenter en fait comment elle se joue. Donc, on allie à la fois le côté esthétique sur le design des pièces et l'expérience, en fait, puisque sur chacune des pièces, tu vas avoir les déplacements possibles de chacune des pièces. Le meilleur des deux mondes. Exactement. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, je voudrais juste refaire un petit point sur la vocation de l'UX. Pourquoi est-ce qu'on développe des applications qui sont censées en fait amener une expérience utilisateur optimale? En fait, il y a Peter de Morville qui a créé le Honeycomb de Morville, où en fait, tu vois, il y a trois grands ensembles. Il y a le pensée, le ressenti et l'utilisation. Et en fait, on se rend compte qu'une bonne application,
C'est une application d'abord qui est crédible, c'est-à-dire que la pertinence des fonctionnalités que tu vas fournir à tes utilisateurs va leur permettre de se concentrer sur l'essentiel. Ensuite, elle doit être useful. La simplicité d'utilisation, elle doit permettre d'inciter l'adoption et le maniement des données. Ensuite, il faut qu'elle soit findable, c'est-à-dire qu'on va donner des éléments qui permettront d'identifier rapidement les éléments clés et de focaliser l'attention. Il faut aussi qu'elle soit utilisable. Donc là, on va renforcer la qualité de la donnée par une bonne UX qui va encourager la légitimation. Donc on ne peut pas faire 40 clics pour accéder à notre donnée, en fait. Exactement. Et il faut qu'elle soit accessible. Donc là, on va essayer de prendre en compte les différents handicaps que tu peux avoir dans une organisation et qui permettra l'engagement et l'appropriation par tous. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'aspect désirable, l'attrait visuel et émotionnel qui va favoriser aussi l'acceptance et qui va encourager l'usage. Parce qu'il y a un truc moche avec de la bonne donnée, ça ne marchera pas. Et inversement. Et inversement. Et tout ça, en fait, pour créer une application qui va te permettre d'augmenter la valeur globale et la rentabilité. C'est clair pour toi? C'est clair. Alors, si tu es prêt, on va commencer un petit peu plus dans le détail. Alors, en toute chose, je voudrais juste qu'on revienne sur un des aspects qu'on appelle le test de puissance de Rimlinger. En fait, comment est-ce qu'on va mesurer la puissance d'un graphique? Elle se mesure en fait à l'aide de la charge mentale. En gros, c'est l'équation P égale W sur T. W étant le travail d'analyse requis, était la durée du traitement, c'est-à-dire entre la première perception et la fin du traitement de l'information par ton cerveau. Il ne faudrait pas 15 minutes pour comprendre un graphique. Exactement. Par exemple, si je te montre ces 4 jeux de données, est-ce que tu es capable de trouver rapidement une relation entre elles? Je ne sais pas si vous y arrivez, mais bon, allez, si on tente un truc, x1, x2, x3 ont les mêmes valeurs. Le dataset 4, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais en résumé, bon, ce tableau-là, qu'est-ce qu'on en sort? Pas grand-chose. Sauf que si je transforme en fait ces données en graphique, tout de suite, tu vas avoir l'information qui va se représenter plus facilement en fait à toi. Alors, il y a une phrase que j'aime bien de John Tukey, qui est la grande valeur d'une image et quand elle nous force en fait à voir des choses dont on ne se serait pas attendu en fait dans la donnée. Alors John Tukey, c'est qui? John Tukey, c'est l'inventeur de la boîte à moustaches. Tu connais la boîte à moustaches? À part les Simpsons. Alors c'est pas celle-là, la boîte à moustaches. La boîte à moustaches, c'est un type de graphique qu'on a ici, qui va nous donner pas mal d'informations avec la médiane, les outliers, le minimum, le maximum, et puis les quartiles. Et si on regarde sur le graphique sur le côté, en fait, on vient comparer un histogramme basique sur lequel tu vas avoir déjà une quantité d'informations, et tu vois que si on le transforme aussi dans un autre type de graphique, on va avoir de l'information complémentaire. Pour illustrer ça, je vais te demander d'essayer de me trouver une relation, en tout cas, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui se passe en termes de pic d'ozone sur les 3 premiers mois de l'année, si je te montre ce graphique? On voit qu'il y a des pics, on voit qu'il y a des chutes. Après, donner plus d'informations là-dessus, c'est pas possible. C'est un peu difficile. C'est compliqué. C'est pour ça que les graphiques ont tous des fonctionnalités bien particulières et que si tu changes le type de graphique, que tu gardes la même donnée et que tu changes le type de graphique, tu vas avoir en fait de l'information qui est un peu cachée en fait dans ta donnée. Là, tu vois, par exemple, on constate qu'il y a une saisonnalité en fait en matière de pic d'ozone et qu'elle est plutôt faible pendant le week-end et qu'étrangement le mardi, j'ai moins d'ozone en fait dans l'air. Vraiment? C'est maintenant où tu me demandes si je suis sérieux. Et oui, je suis sérieux. Tellement sérieux qu'en fait, il y a même des normes ISO en fait, qui ont été éditées pour de l'UX et pour les principes ergonomiques. Alors, toutes ces normes ISO, elles sont orientées autour du besoin utilisateur. Elles concernent à la fois les contextes d'utilisation, les exigences dérivées, les solutions de conception, mais aussi les résultats d'évaluation. En UX, on a aussi une méthodologie qui a été développée par la Stanford University,
où tu vois, on a 5 grandes étapes. Je déconne pas. La première grande étape, c'est ce qu'on va appeler l'empathie, la recherche. Donc là, on va plutôt passer des interviews avec les utilisateurs, avec des experts, on va créer des cartes d'empathie, ce type d'outils. Ensuite, on va passer à une deuxième phase qui va être une phase d'analyse. On va créer des personas, des user journeys, essayer de modéliser le flux d'informations. Et ensuite, on va passer sur la troisième étape qui est la création de prototypes, où là, par phase, par idéation, on va venir essayer de commencer à créer en fait nos premiers rapports. Ensuite, une quatrième étape qui est le design, où là, on va créer des mock-ups et des versions beaucoup plus finalisées en fait, de nos rapports. Et enfin, la dernière étape qui est le delivery. Le delivery qui va nous permettre en fait de faire une boucle d'amélioration permanente parce qu'on va essayer de récupérer le feedback de nos utilisateurs pour tout le temps en fait améliorer notre connaissance des besoins et la restitution qui sera faite au niveau des rapports. Parfaitement possible de faire ça dans son coin avec l'IT. Mais comment on fait ça, Stéphane? Je vais te le dire, Sébastien. En UX, on utilise, ça englobe pas mal de domaines. On a notamment des aspects psychologiques basés sur le comportement humain. On a aussi ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des guidelines qu'on va essayer de suivre. Et puis des lois UX, c'est un petit peu des principes appliqués. Par exemple, on va parler un peu du comportement humain. Parce qu'au final, il y a énormément d'humains, même si on fait des applications. On s'est rendu compte que les gens, en fait, ne veulent pas travailler ou penser plus qu'ils ne le doivent. C'est pour ça qu'on essaie de faire essentiellement attention à l'accessibilité en fait, dans les applications. Et on va fournir les fonctionnalités qui sont uniquement utiles pour l'utilisateur. Et on va les laisser décider un petit peu du niveau de granularité qu'on va leur donner en termes de données. Mais les gens ont aussi des limites. Pour toi. Les gens se désintéressent assez rapidement. Et donc, on essaye de faire en sorte que le contenu soit facile à lire, à assimiler. C'est pour ça qu'on va faire des textes courts, qu'on va essayer de réduire le nombre de graphiques sur une page, etc. Tout ça pour maintenir leur intérêt. Les gens font aussi des erreurs. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper les erreurs possibles dans les rapports et de faire qu'ils soient possible, en tout cas facilement réalisable pour eux, de pouvoir faire des retours en arrière ou en tout cas de les corriger. On a aussi ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc là, c'est une série de choses qui se passent dans ton cerveau sans t'en rendre forcément compte. Celui-là, je le connais. On retient les expériences de merde, mais jamais les bonnes. Exactement. On a aussi l'effet Ikea. Tu le connais celui-là? Celui où tu perds la pièce? Non. L'effet Ikea, c'est que les gens ont tendance plus facilement en fait, à donner une valeur disproportionnée par rapport à ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Ouais, la petite table Ikea que tu as fabriquée dans ton salon, pour toi, elle est exceptionnelle. Voilà. Donc ouais, on en revient au même. Il vaut mieux que ce soit les utilisateurs finaux qui nous accompagnent à la création du report plutôt que le faire dans son coin. Exactement. Ensuite, on a des heuristiques. Les heuristiques, c'est quoi? C'est des grands principes, en tout cas, qui vont nous aider, des grandes lignes directrices qu'on va essayer de suivre lorsqu'on va développer des rapports. Alors, ça a été créé par Jacob Nielsen. Et tu vois, on a 10 heuristiques en fait, qu'on essaye d'appliquer à chaque fois qu'on fait un rapport. Par exemple, le premier, la visibilité de l'état du système. Donc, c'est qu'on essaye de fournir toujours à l'utilisateur une information sur ce qui se passe en fait sur son application. On a aussi, par exemple, le match between system and real world, donc la correspondance entre le système et le monde réel. Le système doit parler le langage des utilisateurs. On doit utiliser des mots, des phrases et des concepts, et on va essayer de suivre les conventions en fait, du monde réel dans un ordre logique. Après, il y a énormément de choses aussi. Le contrôle et la liberté de l'utilisateur. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, les utilisateurs font souvent des erreurs et ont besoin de sortie de secours.
Donc, c'est essayer de leur apporter des moyens d'annuler ou de rétablir des états assez facilement. Voilà. Et puis, par exemple, on va aussi leur donner de l'aide et de l'information pour qu'ils soient tout le temps informés un petit peu quand on utilise des acronymes ou ce genre de choses, essayer de leur donner des définitions, des règles de calcul et qu'ils soient tout le temps en fait informés sur ce qui est présent dans le rapport. Et la doc, c'est important en fait. C'est important. Et au final, on a quelques lois UX qui sont des principes appliqués, dont je vais t'en présenter quelques-uns. On a par exemple la loi de X. La loi de X, pas la lettre. On s'est rendu compte qu'en fait, le temps nécessaire pour prendre une décision augmentait avec le nombre et la complexité des choix. En gros, si je te file un rapport avec 50 boutons, tu vas prendre beaucoup plus de temps pour prendre une décision que si on a sélectionné ensemble les 3 fonctions qui étaient essentielles dans ton rapport. Effectivement. Donc symbolisé par ces télécommandes. On a aussi la double loi de Miller, par exemple. Donc, si je te donne une liste de 20 items et que je te demande de les retenir, et ben en fait, on va se rendre compte qu'une personne moyenne va retenir entre 7 plus ou moins 2 items dans sa mémoire de travail. Je peux faire l'expérience. Retenez chaton, pamplemousse, vachette. Il y aura une interro à la fin. Donc, c'est pour ça que quand on a une liste, on essaye de faire ce qu'on appelle du chunking, c'est-à-dire des regroupements, en fait, pour que ça soit le plus digeste possible. On a aussi les effets de récence et de première exposition. Alors, l'effet de récence, c'est quoi? Si j'y va bien, juvamine. Si j'y va bien, juvamine. Si j'y va bien, juvamine. On a le droit de faire la pub? Si je vais bien, j'y vais. C'est le fait de répéter en fait une information plusieurs fois. Ça va faciliter forcément sa rétention. Et l'effet de première exposition, en fait, c'est que quand on va te présenter, par exemple, donc une liste d'items ou une liste d'indicateurs, tu auras plus tendance en fait à retenir les premiers et les derniers éléments. Tous ceux qui vont être au milieu ont plutôt tendance à être oubliés. Et dernier effet, par exemple, on a ce qu'on appelle l'effet Van Restov, autrement appelé effet d'isolement. Lorsque tu as plusieurs objets similaires, en fait, tu vas mémoriser plus facilement celui qui est un peu différent des autres. Est-ce que tu as des exemples? Oui, j'ai des exemples. Oui, j'ai des exemples. Ça m'émeut tellement. Alors, voici quelques petits rapports qu'on a fait avec Trees pour des clients. Et on a essayé d'appliquer à chaque fois un peu tous ces principes. Donc, par exemple, tu vois ici, on avait un client qui voulait avoir le niveau de contrat qu'il vendait et il avait un objectif. Donc, on lui a conseillé en fait d'utiliser un type de graphique particulier qui est la jauge, qui lui permettait d'avoir toutes ces informations dans un seul graphique. Tu auras aussi peut-être remarqué qu'on a utilisé une boîte à moustache. Ah, très bien. On nous appelle aussi parfois pour réorganiser en fait les éléments dans un rapport. On peut avoir des rapports où tous les éléments sont disposés un peu de n'importe quelle façon. Et notre rôle, c'est un peu de rationaliser et d'ordonner en fait les choses pour qu'il y ait quelque chose de logique en fait dans le rapport. Et autre exemple, on va avoir des rapports aussi où tu vois, on va utiliser un maximum d'icônes pour pouvoir différencier par exemple les hommes des femmes. On va utiliser là, on a une pyramide des âges qui nous permet qui est vraiment spécifique alors sur notre problématique et qui répondait parfaitement en fait aux besoins de nos utilisateurs. Pardon ? Il y a un petit décalage. Ouais. Et puis, on a mis ça aussi en application chez Trees. On a lancé l'été dernier un projet qui s'appelait Trees Forest, où on a repris en fait entièrement la démarche UX, c'est-à-dire la phase d'empathie. On s'est énormément documenté sur la déforestation. Et puis, on a commencé à créer des mock-ups, des zonings, et puis on a créé un rapport sur lequel, comme tu peux le voir, on avait décidé de mettre en avant un gros indicateur avec de chaque côté des informations complémentaires. Et puis, dans un deuxième temps, en fait, de proposer un module un peu plus ludique avec lequel l'utilisateur pourrait jouer, qui sera un comparateur de carbone
où tu vas venir choisir le type d'arbre que tu veux analyser et pouvoir le comparer les uns avec les autres. Ok, c'est cool, mais c'est super théorique. Quel rapport avec le rock'n'roll? Merci de poser la question, Sébastien. C'est vrai que c'est le but de notre présentation. On avait dit il y aura du rock'n'roll. Est-ce qu'il y en a? Quelle est la boisson, selon toi, préférée des rockers? Pastis. Non, c'est pas le pastis. Et puis, ça nous arrange pas trop pour notre présentation. On va essayer. Non, la boisson préférée des rockers, comme dans leur pratique, c'est la bière. Savais-tu, par exemple, qu'Iron Maiden avait écoulé plus de 25 millions de pintes de sa bière, la Trooper, depuis sa création? Ça commence à faire beaucoup, mais à consommer avec modération. Alors, C'est rigolo. il me semble que chez Tris, vous avez fait un petit projet, notamment autour de la bière. C'est rigolo, ouais. On a fait un projet autour de la bière et il y a pas mal des étapes du X que tu as, du X, de la démarche que tu as présentée qu'on retrouve dans la bière. Dans la bière, dans la démarche, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire dans la data qui serait vraiment, vraiment top? Pas de la bière. On est parti avec un ancien client qui a lancé sa brasserie et on a pris une équipe de gens plus ou moins sérieux. J'adore ton costume de petite licorne, Merci, Sébastien. merci. Je l'aime beaucoup aussi. On a pris une équipe de gens plus ou moins sérieux pour créer de la bière. Comment on crée de la bière? Il y a eu plusieurs démarches. Déjà, on a fait une réunion utilisateur, hein, les principaux consommateurs, on va dire, toujours avec modération, principaux consommateurs de bière, on s'est réunis à l'agence et on s'est dit, bon, c'est quoi une bière? Ok, c'est quoi une bière? Qu'est-ce qui fait une bière qui pourrait être appelée la bière Trise, nommée la Brise d'ailleurs? Comment on fait de la bière et surtout comment on choisit? Alors l'idée, c'était de faire une bière consensuelle, qui est accessible au plus grand nombre. Donc, on a eu un problème image. On a eu une étape où on a goûté les différents céréales, hein, pour se dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans. On a goûté les houblons. On n'a quand même pas été jusqu'au point de goûter la levure. Mais en tout cas, donc on a fait 2 recettes comme ça. C'était le début. On a commencé à créer nos user stories de la bière. On a eu des étapes de test, dégustation avec les 2 premières bières. On a dégusté une première fois, toujours avec modération. Avec modération. On a dégusté une deuxième fois quand même pour être sûr. Et on a choisi une bière. On l'a brassée. Et surtout, on va dire quel rapport avec la data, tout ça. Surtout, on s'est dit, on va faire du fun à côté et de la data. On connaît tous ce que c'est l'IoT, hein, Internet of Things. On a fait l'IOB, Internet of Beer. L'idée, c'est de pouvoir suivre ce qui se passe dans notre bière au moment du brassage, au moment de la fermentation. Donc, là, pareil, on a repris la démarche utilisateur, des choix d'indicateurs, des choix de capteurs, comment on installe, comment on met en place les tests, et surtout, avec l'idée derrière, c'est de pouvoir suivre étape par étape, en quasi temps réel, ce qui se passe pendant notre brassage ou dans notre fermenteur. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Et chez Trise, comme on est MSBI, on a choisi Tableau. Donc pas du tout, on est parti sur du Power BI et donc du coup on va partir sur une petite démo. Je suis super content, je sais que tu vas adorer mon application avec absolument tout ce que tu as montré. C'est faux. Ok. Non, mais c'était important de mettre le logo en très gros. Alors explique-moi un petit peu ton application. On arrive sur un menu principal, tu as vu, c'est marqué en haut, hein, avec un choix de police exceptionnel. De très beaux comics sans MS. Tu connais l'inventeur du comics sans MS? Vincent Connard. Il regrette son legs au monde, hein, il l'a dit lui-même, amèrement. Mais voilà, on doit le comics sans MS à monsieur Vincent Connard. Ce menu principal nous permet d'accéder au descriptif du brassin. Et là, on a plein d'infos, hein, le numéro du lot, on peut choisir, en haut, vous avez un sélecteur, parce qu'on a potentiellement plusieurs bières derrière. Et on a des infos, le nom, la date, la densité initiale, l'EBC, l'ABV, le volume conditionné. Je ne vais pas tous les faire, il y en a beaucoup, l'IBU, tout ça. Et voilà, ça nous donne toutes les infos globales qu'on peut avoir sur notre bière. On n'était pas à 25 millions comme Iron Maiden, mais à 73 litres et demi, à peu près. Alors déjà, sur cette page, je vois beaucoup d'éléments qui vont venir perturber la lecture de tes informations. Tu as quelque chose à reprocher par rapport à ma petite pinte?
Elle est peut-être un petit peu volumineuse. Et puis le tableau est peut-être pas super lisible, mais je t'en prie, continue. Mais le choix des couleurs est très subjectif. Ok, donc on retourne à l'accueil. On va pouvoir aller à l'étape, la première étape de notre brassage, enfin de notre bière, pardon, le brassage. Et là, on peut suivre d'autres informations, le rendement du brassin, la montée en densité et le suivi de la température pendant le brassage. Voilà, c'est les étapes enfin les deux indicateurs les plus importants qu'on a sur la partie brassage. Alors, si je peux me permettre, Sébastien, je vois que tu as un bouton retour qui te fait revenir à chaque fois sur ta page d'accueil et qui n'est plus placé au même endroit. On a des informations qui sont qui ont un petit peu bougé. Je me suis dit que si je voulais vraiment faire chier l'utilisateur, c'était le meilleur moyen. Et retourne. Et tu m'as pas fait la remarque, hein, c'est que. Si, j'allais y venir. Et donc la deuxième étape, la fermentation. C'est la fermentation. Mais au final, la fermentation, elle vient après le brassage. Donc il y a une petite inversion dans la logique de la fabrication d'une bière. Un petit peu. Non, mais on a fait original, on a fermenté avant de brasser. Écoute. Et donc, sur notre étape de fermentation, où on va pouvoir suivre plein d'indicateurs. Alors, on a toujours le rendement qui est revenu dessus. Voilà. On a nos dates de début, notre date de fin, la durée de fermentation, une série d'infos de température, min, max, actuelle, moyenne. Alors, ici, la température actuelle a moins de sens parce qu'on est déjà complètement à la fin de fermentation. Hein, ça finit il y a quelques mois déjà. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir le suivre en quasi temps réel. On est capable de suivre l'ABV, hein, donc l'alcool, de suivre l'atténuation et de suivre le combo densité-température. Ok, j'adore le choix des boutons aussi. Les boutons sont magnifiques, visibles, alignés parfaitement, super centrés, très accessibles. On sait exactement sur quoi on est. Franchement, merci. À la prochaine. Alors Sébastien, ce que je te propose, c'est qu'on revoie quelques petits éléments en fait sur ton rapport. Alors tout d'abord, on va peut-être s'occuper en fait de ce tableau là où je vois que tu as énormément de lignes, où on va avoir besoin d'un. Il y en a beaucoup. Voilà, de faire du scroll, et c'est peut-être pas très pratique. Et tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai montré comment l'utilité en fait de passer d'un tableau à quelque chose de plus graphique. Donc partir sur quelque chose plus comme ça déjà. Voilà, ça serait déjà un peu mieux. Un peu plus lisible. Hein. Deuxièmement, je pense qu'on va aller s'occuper de tout ce qui est les éléments de température. Ils sont peut-être importants et il faut peut-être un peu plus les mettre en valeur. Donc, je te propose par exemple déjà de créer quelques petites cartes. Ça a été préparé en amont. Ah non, pour bien, c'est comme ça. Vous cliquez, ça se fait. Ok, très bien. Est-ce que tu as forcément besoin d'avoir toutes ces informations disponibles? La température actuelle, la température minimum, le max, la moyenne? L'actuel et la moyenne, c'est intéressant. Le min et le max, on va effectivement l'avoir avec le visuel, qui n'est pas celui-là, mais on y revient. Ok. Eh bien, supprimons-les. Et voilà. Et ce que je te propose, c'est aussi, par exemple, pour le rendement, plutôt que d'avoir un gros chiffre, d'utiliser des custom composants sur Power BI et quelque chose qui représente un peu plus le rendement de la bière Trees. Maintenant qu'on en est là, tu vas me dire, c'est encore un petit peu le bazar. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer par une phase qu'on va appeler le zoning. T'es sûr sur la couleur, là? T'inquiète pas, c'est juste un zoning. Le zoning, c'est quoi? C'est la phase où on va essayer de déterminer en fait des zones où on va venir positionner en fait les différents éléments. Ça te permettra d'avoir quelque chose d'homogène sur tout ton rapport et que toutes tes pages se ressemblent et soient pareilles. J'ai l'impression que tu me reproches mon bouton retour qui se baladait. Par exemple. Et ben, sur ton bouton de retour, on va créer plutôt un bouton home page dont on va définir l'emplacement. On va créer une zone où on va peut-être se créer une petite zone de navigation en haut, une zone avec des filtres et des infos. Et puis sur la partie principale, on va occuper, on va dire 70-80% de l'espace sur un graphe qui sera principal. Et puis on va réserver 2 espaces pour des graphes complémentaires. Donc, en gros, si je repositionne un petit peu tous tes éléments, voilà, on pourra avoir ce type de page. Rassurez-vous, c'est pas fini. Hein. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on retravaille un peu les éléments de navigation.
Tout à l'heure, tu me faisais revenir en fait à chaque fois sur la page d'accueil pour aller sur une page suivante. Donc là, ce que je te propose, c'est d'avoir en fait un espèce de fil d'Ariane et de boutons cliquables sur lequel on reprenne, cette fois-ci dans le bon ordre, toutes les phases de la création de la bière. Toujours ta phase de description, ton brassage et ta fermentation. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on va permettre à l'utilisateur de savoir, voilà, je suis sur la partie fermentation et on est venu rajouter aussi un petit effet de rollover sur les boutons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va permettre à l'utilisateur de savoir qu'il y a une action qui est derrière ces éléments. Et puis, ce qu'on va faire aussi en dessous, c'est qu'on va créer alors un autre type de bouton pour essayer de bien les différencier, qui te permettront de changer ton graphique, par exemple. Une autre étape qui pourrait être intéressante, tu te souviens, je t'ai dit, c'est important de tout le temps accompagner l'utilisateur. Donc, et j'ai remarqué que tu utilisais beaucoup d'acronymes, ABV, IBU, etc. Et moi, j'y connais EBC, un peu. Ouais. Voilà, j'y connais que dalle. Ça vous parle, EBC, IBU. Olivier oui, dit mais... oui, bon élève. Il était là quand on a créé la bière. Alors, ce que je te propose, c'est par exemple d'ajouter un petit bouton qui permettra à l'utilisateur d'avoir de l'aide. Donc, on pourrait créer un problème d'image. Un glossaire où on va venir expliquer, par exemple, la définition de ton IBU, qui est donc l'International Business Unit. On va lui mettre sa définition, on peut y ajouter aussi sa règle de calcul, etc. Tout ça va venir rassurer aussi ton utilisateur sur la compréhension de ces chiffres. Et Power BI, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi créer ce qu'on appelle des tooltips personnalisés. Donc là, ce que je te propose, c'est de créer un petit tooltip sur l'atténuation, sur lequel on va pouvoir voir l'évolution en fait de ton pourcentage. Et puis, on peut venir y ajouter des informations comme le type de levure que tu as utilisé, la quantité et le laboratoire qui nous a généreusement fourni cette... alors, je ne sais pas si ça a été généreusement, mais qui nous a fourni en tout cas cette levure. Et contrairement à ce qui a été dit, on ne l'a pas piqué non plus. Et aussi au graphique, il a l'air un peu plus lissé. Alors oui, on avait énormément d'informations dans la première version que tu avais faite. Et là, on a décidé de réduire un petit peu, d'agréger la donnée. Et voilà, pour que ça soit un peu plus... C'est quand même très blanc, un peu plat, tout ça. Le vert, j'aime bien, hein, je dis pas. On va passer par une petite phase d'habillage. L'habillage. L'habillage, on va essayer de donner un peu de texture au fond. On va bien séparer les zones pour qu'on puisse identifier ta zone de sélection et tes informations complémentaires. Et puis, tu vois, on est venu rajouter aussi un petit tout en bas. Bon, on ne plus, mais en bas, on est venu t'ajouter des informations sur le numéro de version, la dernière date de mise à jour, etc. Et au rétro, il vous manque deux, trois trucs. On voit très mal le fond, pas la partie basse. Très dommage. Voilà. C'est bon, c'est bon. Et puis en dessous, je te propose d'ajouter un petit slicer qui te permettra en fait de regarder de manière plus précise au jour le jour ton menu. Toujours avec la possibilité donc de changer d'un graphe à l'autre, histoire de pouvoir suivre tous nos indicateurs. Donc maintenant, l'idéal, ce serait de réappliquer ça sur toutes tes pages. Et donc de faire la même chose, par exemple, pour ta page description, et d'organiser maintenant un petit peu plus l'information. Donc tu vois, on a récupéré quand même de l'information sur, par exemple, sur les types de houblon que vous avez utilisés, sur les types de malt, et puis on a créé donc une petite jauge qui va te donner l'EBC. Alors si tu ne sais pas, tu peux aller voir sur le petit bouton d'aide, et un petit indicateur sur l'IBU. Voilà, donc qui te permettra de savoir. Hop, je n'ai pas cliqué dessus. Si, le BC est le même sur celle-là, sur les deux. Ah oui, c'est 32, c'est l'IBU qui a changé. C'est l'IBU qui change. Voilà, et puis je pense que
Ça. Tu m'as refait ma homepage. On a refait une petite homepage. Voilà. C'est un peu moins moche. On t'a refait le. Voilà. Écoute, je pense que. Merci. Et je pense que ça a donné soif de parler pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal. Je trouve aussi. C'est bien. Ah bah, On s'est préparé un petit truc. Tu t'occupes de ça. On s'occupe de ça. Voilà. Et On va sortir les on va sortir des verres. On va vous faire gagner des verres. Ça applaudit à distance. Je vais effectivement faire profiter les gens à distance et mettre un peu les caméras. Je ne peux pas. Il y a une question. Ah oui. Alors, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez les questions? Mais tu peux ouvrir quand même, hein, Seb. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est quoi un condensé de ce qu'il ne faut pas faire? Oui, j'ai pris les pires trucs possibles et je les ai faits. Le comics OMS, c'est un vrai grand choix. Hein. Moi, c'est une police que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Et donc, du coup, bon, les verres, on s'en sert, tout ça, mais on va en faire gagner. Il y avait une vraie question au-dessus. Quel est votre démarche j'avais pas vu, du prototypage avec Power BI? Vous faites ça se fasse directement dans Power BI, un outil design collaboratif. Alors, on va utiliser des outils en fait annexes à Power BI pour faire les phases de zoning. Il y a plein d'outils qui sont. Le papier crayon. C'est un bon outil. On commence d'ailleurs les ateliers avec du papier et du crayon. On va découper en fait les différents éléments et ça va nous donner une facilité en fait pendant les ateliers de co-construction avec les utilisateurs pour concevoir l'interface finale. Santé Seb. Allez, tienne. On va passer aux questions, vous inquiétez pas. Alors une dernière chose Seb. On a rajouté je vois que sur la brise, vous avez rajouté un petit QR code. Hop. Et effectivement, alors je trouve ça vous ne le voyez pas à distance parce que je ne peux pas activer la caméra, mais voilà, on a toute la démarche qui est expliquée sur notre site web avec toutes les étapes via ce petit QR code. Alors je trouve ça super intéressant parce que là, on va au bout de l'expérience utilisateur. Et chapeau. Ah oui. Ah, c'est une bonne expérience. Pour les personnes qui n'ont pas la bière, on peut retrouver la démarche aussi. Pour les personnes qui n'ont pas la bière, on peut retrouver la démarche. Oui, je pense que le lien est accessible sur le site. Après, ça dépend plus de toi. Henri dit oui. Il faut que tu fasses 10 fois plus de bière aussi pour la diffuser. C'est ça. Alors, on a des petites questions. Alors déjà, la première, est-ce que quelqu'un se souvient des 3 mots que j'ai dit tout à l'heure? C'est monsieur le premier, voilà. Hop. Vous avez gagné un verre. Encore 2-3 ans et puis faire une collection. Ça fait 2. Ah. Ouais, carrément. Bon, alors celle-là, la première, on va la zapper parce que le nom est marqué juste devant. Oui, mais bon. Est-ce que vous vous souvenez du rendement de la bière qu'on a eu? 70%. Bon, alors il y a déjà eu un verre. Monsieur va arrêter de répondre. Ah non, le verre est vide. Alors c'était 72, on n'était pas loin. Pas loin, c'était 70 effectivement. Alors il y a quelqu'un qui dit 70 dans le chat, mais je suis désolé, on ne peut pas envoyer le verre. Ça marche pas. Hop. Je ne sais absolument pas relire ton écriture, Stéphane. Qui a inventé le comics sans MS? Ah, c'est parti là-bas. Parti au fond. Hop. Ah, et le nom. Et quel groupe de rock a été représenté en GIF animé? Non, presque. Alors là, du coup, le verre, on le lance. Iron Maiden. C'était Iron Maiden, c'est ceux qui ont fait la bière. Et effectivement, c'était Kiss. À nouveau, dans le chat, il donne la réponse, mais du coup, personne n'a répondu. Non, mais je pense que derrière, tout à l'heure, il y avait eu un. Il y avait eu un match tout à l'heure sur Monsieur Canard. Et on me signale dans l'oreillette que le lien est disponible sur le site LinkedIn, sur la page LinkedIn de Trisé. Merci pour ce petit rappel. Voilà. Bah écoutez,
Bon, on vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, N'hésitez pas. Merci. C'est pas une question, ça. Toute cette démarche-là, ça se fait en quelques heures, en quelques ans? En quelques bières. Ça va vraiment dépendre de tout ce qu'on veut avoir dans le projet. Si les utilisateurs ont 40 millions d'idées, ne serait-ce que venir choisir quelles sont les idées qui sont potentiellement plus importantes que d'autres, ça va prendre du temps. On peut avoir un très beau rapport, mais s'il a 45 pages, ce sera purement inutilisable. Les gens se perdent dedans et du coup, on perd l'essentiel. Donc déjà, il faut récupérer le besoin, mais surtout faire du tri dans le besoin. Et ça peut prendre plus ou moins de temps si les gens ne sont pas prêts à faire des concessions sur ce qu'ils considèrent comme étant plus important qu'un autre élément. Alors moi, je rajouterais une chose, c'est que, là on l'a constaté aussi chez quelques clients, c'est que la phase du UX nous appelle une fois que la bataille est passée. C'est-à-dire qu'une fois tout a été développé, les rapports, etc., et on nous dit « Ah mince, maintenant, c'est pas très joli, il faudrait améliorer tout ça ». Donc ce qu'on essaye de faire passer comme message, on vient en tant que pompier pour essayer d'aider nos clients voilà, à ce que leur rapport est une meilleure expérience utilisateur. Mais ce qu'on essaye de faire passer comme message aussi, c'est que l'UX, c'est vraiment quelque chose qui doit venir en amont du projet. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à la fin du projet, mais il faut qu'on embarque en fait cette démarche dès le début. Le recueil du besoin, la consultation des utilisateurs, etc., se fait vraiment en amont en fait, du projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque, c'est que c'est une phase qui est très souvent négligée et on paye un petit peu les pots cassés à la fin. Donc voilà, une fois qu'on est intervenu, généralement les clients comprennent bien la démarche et le projet d'après, ils font appel à nous, en tout cas pour l'UX, dès le début du projet. Et ça, ça leur garantit en tout cas d'avoir des projets qui sont beaucoup mieux réalisés par la suite. Oui. Le custom visuel, ça ne fait pas peur en termes de maintenance et de support de Microsoft pour les futures versions de Power BI? Alors, je dirais qu'il faut faire attention sur lequel on va prendre. Les custom visuel, il y en a beaucoup. Partez plutôt sur ceux qui ont été certifiés par Microsoft. Après, bon, normalement, j'en ai pas encore vu qui déconnectent complètement au suite des versions. Ça peut arriver, mais effectivement, on n'est pas sur ceux qui sont supportés par Microsoft. Après, faites attention à ne pas en mettre trop. De base, là, c'est plus le côté technique, on sort de l'UX, mais de base, un custom visual sera toujours plus lent que n'importe quel autre visuel Power BI, parce qu'en fait, il s'exécute sur un environnement séparé, ce qu'on appelle une sandbox, et l'allocation de cette sandbox prend déjà du temps. Donc ça peut, si vous en mettez trop, ça peut ralentir en fait l'expérience utilisateur sur le report, même si la donnée est rapide derrière. On a des clients voilà, qui nous demandent pas de custom composants ou alors inversement, on a aussi des clients qui nous demandent des choses très 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 spécifiques où on va créer en fait un type d'indicateur et on va faire là pour le coup, on va développer nous-mêmes les composants custom. Donc ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, ça prend un peu plus de temps aussi. Mais on a le cas, par exemple, chez un client qui cherchait à avoir quelque chose de très spécifique, en fait, avoir énormément d'informations dans un graphique. Et le seul moyen de répondre à sa demande, c'était de passer par un custom visuel, mais qu'on faisait de A à Z. Est-ce que ce sont des projets qu'on peut mener de façon un peu itérative? C'est utilisé, on est obligé de faire l'UX avant, après. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose où on apprend en marchant Alors, l'UX, c'est pas à la fois uniquement à la fin ou uniquement au début. C'est vraiment en fait pendant tout le long du projet. C'est presque un accompagnement en fait sur la création de ce projet. Et bien sûr, on est en mode itératif. On fait des premières versions. Ce qui est important aussi, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le feedback des utilisateurs. Généralement, on crée un rapport et hop, on le donne aux utilisateurs. Et après, débrouillez-vous. Sauf que là, pas du tout. Par exemple, en début de projet, on va définir des indicateurs d'utilisabilité de ce rapport, donc pour essayer de voir s'ils deviennent de plus en plus facilement appréhendables en fait, par les utilisateurs finaux. Et c'est dans cette démarche-là en fait, d'amélioration permanente qui nous permet d'être
d'avoir des applications qui évoluent et qui sont tout le temps au plus proche en fait du vrai besoin final. Puis ouais, le besoin utilisateur est aussi amené à changer légèrement ou fortement au fur et à mesure du déroulement du projet. On se rend compte que l'indicateur qui était très important, en fait, il n'est pas tant que ça, donc on va peut-être le reléguer au second plan pour mettre quelque chose d'autre en avant. Donc ouais, c'est très itératif. On va faire vivre l'élément et On a eu le cas aussi, voilà, c'est vraiment dans cette phase d'expression de besoin. Un client qui voulait afficher un indicateur et en fait, on essaye d'aller un petit peu plus loin que sa demande de base et essayer de comprendre à quoi il va lui servir, jusqu'où il va pousser son analyse. Et de ce constat-là, en fait, on s'est rendu compte qu'on allait lui créer un autre indicateur qui serait beaucoup plus pertinent, en fait. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on vient créer cette dynamique, en fait, et pas juste regarder les choses en surface, mais vraiment aller challenger le besoin. C'est vraiment une étape très, très importante, en fait. je vois qu'il y avait une autre question sur les custom visuals qui gèrent la maintenance. Je suis un peu désolé de couper comme ça, mais on doit enchaîner le reste. Ce qu'on peut faire, c'est que le chat reste ouvert pour les questions. Si vous voulez expliquer avec les gens derrière, après dans le chat. Il reste 1 minute. Ouais, il te reste 1 minute. Alors, vas-y, prends-la. Allez hop, le custom visual, la maintenance, c'est un peu compliqué parce que ça dépend comment c'est mis à jour, si on était sur le circuit interne Microsoft ou pas. Et après, il y aura besoin de toute façon de mettre à jour les reports. C'est compliqué. Microsoft a mis en place des choses où on peut utiliser des custom visuals d'entreprise, donc qui sont validés au niveau entreprise et fournis au niveau du tenant. Mais ça reste quand même quelque chose qui est un peu à part et donc sur lequel il faut faire attention à comment justement on va le mettre à jour tout ça. Ok, je vais rebondir sur la deuxième question qui était donc l'UX doit être réfléchi pour un rapport ou un ensemble de rapports. Alors, ce qui est bien dans l'UX, si vous savez que vous avez plusieurs rapports à faire, c'est de commencer à penser une charte graphique que vous allez pouvoir réappliquer sur l'ensemble de vos rapports. Donc, je pense que c'est bien aussi pas juste de regarder mon petit rapport dans mon coin, mais si j'en ai plusieurs, de se dire est-ce que je ne mettrai pas en place une démarche comme ça qui va me permettre d'homogénéiser l'ensemble des rapports de mon organisation et d'avoir une charte commune, etc. On pense toujours aussi je reviens sur l'aspect utilisateur, mais il y a un apprentissage en fait quand on vient créer une application. Les positions des boutons, etc. Et si on vient les changer d'un rapport à un autre, il y a toute cette phase de réapprentissage qui est à refaire par les utilisateurs. Donc c'est bien d'avoir quelque chose de plutôt harmonisé. Voilà. Je ne vous chasse pas. Non, mais c'est bon. Voilà, c'est tout pour nous. Merci à tout le monde qui était sur place. Merci ceux qui étaient en distance et à plus.